Alors que Woodrow Wilson avait annoncé qu'il garderait les États-Unis hors de la guerre lors de sa réélection en novembre 1916, paradoxalement, les États-Unis entrent en guerre en avril 1917. Que s'est-il passé en si peu de temps pour que l'opinion publique américaine bascule aussi fortement? Alors, le premier argument est un argument qui vient des Allemands. L'amirauté allemande décide de lancer, à partir de fin janvier, début février 1917, ce qu'elle appelle la guerre sous-marine à outrance. C'est-à-dire que, depuis 1914, les sous-marins allemands s'en prenaient aux navires des puissances belligérantes. France, Angleterre, puis Italie à partir de 1915. Là, l'amirauté allemande annonce qu'elle s'attaquera désormais à tout navire commerçant avec les puissances belligérantes, ce qui change radicalement la donne. C'est-à-dire que les navires de commerce états-uniens, américains qui commercent avec la France, par exemple, ou l'Angleterre, vont pouvoir être torpillés. Ce sont donc les intérêts économiques américains, notamment les intérêts des fermiers américains des Grandes Plaines, qui fournissent énormément de blé, par exemple, à l'Europe, qui sont directement touchés. Et ça, c'est un argument fort auprès de l'opinion publique américaine, qui, bien entendu, ne supporte pas une telle ingérence dans son économie. Le deuxième argument est un argument diplomatique que les Anglais vont fournir aux Américains. Le 16 janvier 1917, les services secrets britanniques interceptent un télégramme entre le ministre des Affaires étrangères allemand et l'ambassadeur allemand à Mexico. Ce télégramme s'appelle, on le nomme, les historiens le nomment le télégramme Zimmermann, du nom du chancelier allemand qui s'occupe des affaires étrangères. Et que dit-il ? Ce télégramme Zimmermann que les services secrets britanniques décryptent et vont se faire, bien entendu, un malin plaisir de transmettre aux Américains. Eh bien, ce télégramme Zimmermann est un véritable brûlot. D'une part, il annonce effectivement la guerre sous-marine à outrance, mais plus encore, il annonce que l'Allemagne va faire pression sur le Mexique, afin que ce Mexique entre en guerre contre les États-Unis. Alors, il faut quand même rappeler que les relations entre les États-Unis et le Mexique sont conflictuelles depuis fort longtemps. Il suffit de se souvenir de la conquête du Texas, de la conquête de la Californie. Il suffit de se souvenir du fameux épisode de Fort Alamo avec le fameux Davy Crockett, etc., pour comprendre que les États-Unis et le Mexique ont des relations conflictuelles. Je rappelle qu'en 1916, celui qui va prendre la tête des armées américaines en Europe, le général Pershing, a mené un raid contre le Mexique encore. Donc, ce télégramme Zimmermann, c'est vraiment le prétexte final qu'il fallait à Woodrow Wilson pour achever de convaincre son opinion publique américaine qu'il faut désormais entrer en guerre. Wilson rend public ce télégramme Zimmermann le 1er mars 1917. C'est un scandale, c'est un tollé aux États-Unis. Et dans les jours qui vont venir, il va effectivement demander au Congrès et au Sénat l'autorisation d'entrer en guerre. Les congressmen lui accordent une très large majorité, 350 voix contre 50 à peine. Les sénateurs lui accordent aussi une très large majorité, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de la mi-avril 1917, les États-Unis se considèrent comme en état de guerre. Mais en état de guerre avec qui ? Avec la seule Allemagne. Il n'est pas question, par exemple, d'entrer en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Ça attendra décembre 1917. Par exemple, les États-Unis ne déclareront jamais la guerre à la Bulgarie, qui fait pourtant partie des puissances alliées à l'Allemagne. Les conséquences de cette entrée en guerre sont considérables, non seulement parce que vous avez 9 États, notamment latino-américains, qui rentrent en guerre immédiatement avec les États-Unis, mais cette entrée en guerre pose des problèmes à la société américaine. Parce qu'il y a, malgré l'unanimité de façade, il y a des réticences à cette guerre encore. Alors, où trouve-t-on ces réticences ? Eh bien, notamment dans les groupes féministes. Il y a Janet Reinking ou des gens comme ça qui militent pour la paix, qui sont très proches, bien entendu, de l'extrême gauche américaine, qui militent pour le droit des femmes, qui militent aussi souvent pour la révolution. Ces groupes, certes très minoritaires, mais sont opposés à la guerre.
D'autres groupes sont opposés à la guerre, notamment la frange socialiste de l'opinion publique américaine. Elle est très peu nombreuse, mais leur principal responsable, Eugene Debs, va finir par être arrêté en 1918 et mis en prison, parce qu'il s'oppose à la guerre. Qu'en est-il de la communauté afro-américaine ? Eh bien, globalement, cette communauté afro-américaine va suivre. Elle est d'accord pour l'entrée en guerre, malgré quelques réticences. Certains responsables de la communauté noire font valoir des réticences, mais globalement, ils entrent en guerre. Les Afro-Américains, d'ailleurs, ne vont pas être mobilisés dans des unités combattantes de l'armée américaine, mais c'est quand même, depuis la guerre civile, c'est quand même la première fois que des Afro-Américains sont mobilisés. Ça fait très peur aux Blancs du Sud, parce qu'il y a 200 000 soldats noirs américains qui vont être mobilisés, et les Blancs du Sud se disent « mais comment vont-ils revenir une fois qu'ils auront appris à manier des armes ?» Et c'est sans doute pas un hasard si dans les années 1919-1920, le Ku Klux Klan, le KKK, se développe dans le sud des États-Unis. Donc ça pose effectivement des problèmes à la société américaine. En revanche, ça ne pose guère de problème aux germano-américains. Woodrow Wilson avait eu peur de leur réaction en 1914, c'est ce qui l'avait fait maintenir les États-Unis hors de la guerre. Or, on voit se développer une espèce d'autocensure des germano-américains aux États-Unis. Ils font taire tout caractère allemand de leurs origines. Mais ça va très loin quand même dans la surveillance de l'opinion. Je rappelle que la musique allemande est interdite aux États-Unis, sauf les symphonies, allez savoir pourquoi. Et puis il y a des comités de vigilance. Des comités de vigilance qui sont prompts à dénoncer tel ou tel citoyen américain qui ne serait pas suffisamment patriote. Il y a par exemple en 1918 le Sedition Act, la loi sur la sédition, qui permet d'emprisonner un certain nombre d'opposants à la guerre. Il y a donc en 1917 une loi sur l'espionnage qui permet aussi de mettre à l'ombre des prisons un certain nombre d'opposants à la guerre. Donc les choses sont allées très vite, encore une fois. L'opinion publique américaine a basculé rapidement de par, effectivement, la guerre sous-marine à outrance, mais cela ne va pas sans poser quelques problèmes à l'ensemble de la société américaine.